Bonsoir, on va faire venir un peu du monde là dans la salle parce que tout le monde pensait que c'était fini, mais c'est pas fini. Donc on va leur demander de s'avancer. Je vais demander aussi à Timothée et Stécie de me rejoindre. Timothée, Stécie, je les vois là-bas. C'est par ici. Voilà, il n'y a pas de sitting arrangement, comme on dit. Timothée peut-être, Stécie ici, voilà. Normalement, vous avez un micro chacun sur vos chaises. Asseyez-vous, là je vois pas mal de personnes debout, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Voilà, c'est... Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je tiens à vous dire que le décor floral que vous avez derrière vous, ça a été créé par une société qui s'appelle Aglaé, avait un peu démarré avant de rencontrer Lee for Good. Ce sont des Anastasia et des œillets avec un sérum qui n'est pas nocif à leur ADN, à leur gène, je vous rassure tout de suite, et qui les permet de les rendre fluorescentes. C'est-à-dire que si on avait la nuit totale, ce qui n'est pas le cas, elles éclairaient. Et d'ailleurs, cette entreprise Aglaé, elle est en train de commencer à éclairer la ville de Chartres. Et c'est un gros défi de se dire comment on pourrait remplacer nos éclairages électriques par des plantes fluorescentes. C'est un beau projet, ça, hein, mais c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise qui s'appelle Aglaé, avec Sophie. Voilà. Donc pour cette séance de conclusion, j'ai à mes côtés deux personnes, j'allais dire deux personnalités, engagées en tout cas, fortement. J'ai Stécie à ma gauche et un peu plus loin Timothée. Stécie, alors qui a été étudiante en Master Pro d'environnement, Sciences Po, mais tu es allé plus loin que ça, tu as aussi créé un mouvement, Penser Après, une association. Tu écris, tu communiques aussi, avec un blog, La Corneille, on va revenir là-dessus. Et puis tu es né à Berlétan, et on va reparler de ce doux nom de Berlétan, ou plutôt de ce qui se passe à Berlétan un petit peu plus tard. Timothée, tu es un chercheur économiste. Alors, tu as été diplômé du Centre de recherche et développement de Clermont. Tu as été également, je ne sais pas si ton doctorat à l'époque était également à Stockholm, Resilience Center de Stockholm. Et actuellement, tu es chercheur à la School of Economics and Management de Lund en Suède. Et tu es surtout l'auteur d'un ouvrage important avec un titre et un sous-titre qui touche une théorie, enfin plus qu'une théorie, une politique économique de la décroissance. Périr ou Ralentir ou périr. Ralentir ou périr, c'est plutôt dans ce sens-là. Et avec le sous-titre, je te laisse le dire. Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Voilà, l'économie de la décroissance. Donc on va parler un petit peu de tout ça, tous les trois. Et essayer un petit peu de comprendre les différents points de vue qui sont aujourd'hui engagés. On va commencer avec toi, Stécie, ensuite toi, Timothée, sur finalement le pourquoi. Pourquoi tu es là, pourquoi tu as fait ce que tu as fait à ce jour, pourquoi tu as démarré à Berlétan, qu'on imagine comme étant un endroit agréable sur l'étang, à naviguer. Explique-nous un petit peu ton pourquoi. Ouais, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et toutes ces actions au quotidien, parce qu'on a aussi besoin d'être accompagné quand on essaie de sauver ce monde et éviter qu'il ne périsse. C'est un peu notre objectif à tous les deux. Donc, je m'appelle Stécie Algrin, j'ai 26 ans et je partage ma vie entre une casquette militante, notamment sur une campagne que vous connaissez peut-être qui s'appelle la campagne Stop ICOP. Je fais l'appui parce qu'on a besoin de gens qui se mobilisent. Pipeline de Total entre la Tanzanie et l'Ouganda qui va non seulement déplacer 140 000 personnes, mais qui va émettre des millions de tonnes de CO2 chaque année. Donc allez voir. Et une partie de ma vie où je suis journaliste et donc j'essaie d'utiliser l'information. Comment ça a commencé J'essaie de ne pas dire que j'ai eu un déclic parce que pour moi il n'y a pas eu un déclic, c'est un peu une succession d'événements finalement qui m'ont amené à m'engager. Mais si je devais repartir un peu à la jeunesse de tout ce que je fais actuellement, c'est un truc très personnel qui m'a touchée dans ma chair. Et en gros, donc, j'ai grandi dans cette ville au doux nom de Berlétan. C'est dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Aix-en-Provence et Marseille. Donc évidemment, ça nous évoque le soleil, la plage, les cigales pendant l'été. Donc c'est très stylé. Sauf que j'ai eu un peu le malheur d'avoir une ville avec 3 sites Céveso. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un site Céveso, c'est un site qui a une norme industrielle qui explique que c'est dangereux et que ça peut faire boum et vous faire sauter avec. Il se trouve qu'il y avait parmi ces 3 sites Céveso une usine pétrochimique qui était juste derrière chez mes parents et que
quand j'étais gosse, on me disait que c'était chouette parce que ça nous filait des jobs et que c'était ce qui nous permettait de nous nourrir, d'avoir un logement et tout. Donc trop chouette, c'est tout ce dont on a besoin apparemment en tant qu'être humain. Et donc à l'époque, on m'avait même fait visiter l'usine quand j'étais au primaire avec le petit casque sur la tête, le gilet jaune à l'époque où c'était moins polémique évidemment. Et donc on était allé visiter cette usine et on nous expliquait à quel point c'était trop bien ce qu'on faisait, c'était le fleuron de l'industrie locale. Et sauf qu'à mes 18 ans, évidemment, voilà, c'est un peu parti en vrille ce narratif, puisque j'ai commencé à être malade d'une maladie chronique inflammatoire qui a d'abord touché mon système digestif, puis toutes mes articulations du bas du corps. Donc c'est à un moment, 18 ans, où on est censé péter la forme, vouloir partir au bout du monde, visiter, enfin sauter toutes les limites, limite on va en parler. Et moi je me suis retrouvée clouée au lit, à plus pouvoir bouger et à devoir mettre mes études en pause. Donc évidemment, quand il vous arrive ce genre de truc, le réflexe que vous avez, c'est d'aller sur Internet. Je ne suis pas allée sur des forums médicaux parce que évidemment on m'avait dit que c'était une mauvaise idée, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai questionné évidemment mon mode de vie. Donc est-ce que je mangeais assez bien? Est-ce que je faisais du sport? Parce qu'on avait les campagnes. Manger, bouger, vous irez bien. Spoiler alert, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Et donc je suis tombée sur ces questions, sur l'environnement finalement dans lequel j'avais grandi. Et j'ai levé la tête et il y avait quand même ces grandes cheminées derrière qui crachaient de la fumée tous les jours. Une fumée qui, on se dit, bon, c'est pas anodin quoi. Et là, je suis tombée sur une étude qui nous expliquait qu'on avait un taux de cancer 2 fois supérieur à la moyenne nationale et que les maladies chroniques étaient en train d'exploser. Donc là, vous connectez les points et vous dites, mais c'est pour ça qu'en fait, tous mes voisins sont morts d'un cancer. C'est pour ça que dans ma famille, absolument tout le monde a des crises d'asthme en permanence et que là, en fait, je suis en train d'être malade. Et ça, moi, j'étais un peu vénère parce que j'avais grandi là. Ma famille avait vécu ici toute sa vie. Et personne n'avait juste pris le temps de nous informer de ça et de nous dire, mis à part les jobs, vous avez peut-être un risque assez important de mourir d'un cancer et de maladies chroniques. Et donc, évidemment, on se questionne sur que foutent les politiques, ces gens pour lesquels on a voté et qui n'ont qu'un seul job dans leur vie, nous protéger et défendre nos intérêts à nous en tant que citoyens, qui avons pas les ressources qu'ont les entreprises, on va en parler des entreprises, mais ces entreprises, elles ont beaucoup de pouvoir et moi, je l'ai vu, parce que évidemment, quand on avait des grosses séquences de pollution où on avait des torchages, en fait, on nous disait en permanence qu'il n'y avait pas de quoi paniquer et que c'était sous contrôle. Et à chaque fois, c'était les pouvoirs publics et les entreprises qui mettaient en place ces communiqués, main dans la main. Donc j'ai été un peu vénère et je me suis dit que c'était pas normal en tant que citoyenne de ne pas pouvoir se défendre. Et donc tu as voulu faire changer les choses. J'ai voulu faire changer les choses, évidemment, parce que quand ça nous touche et quand ça touche les gens qu'on aime, il y a un peu un feu intérieur qui se déclenche. J'ai voulu aller à Sciences Po parce qu'on m'avait dit c'est là que les dirigeants de ce pays sont formés. Ok, chouette, c'est surtout des gens élitistes qui ont eu la chance d'être nés au bon endroit. Moi, je venais d'une famille d'ouvriers, j'étais dans une petite ville paumée du sud de la France et je me suis dit que si j'avais un moyen de le faire, c'était par celui-là. Et puis ensuite, je suis tombée sur le... On va parler de la suite de l'aventure ensuite. Timothée, toi, de ton côté, comment ça s'est passé? L'étincelle, le déclencheur, de regarder les courbes négatives plutôt que les courbes positives. Je titille un petit peu. C'est quoi? Alors, si on devait faire un film, je pense qu'on va plutôt choisir l'histoire de Stacy, parce que moi, c'est vachement moins parlant. Ouais. Moi, je voulais être biologiste marin. Ah, J'étais passionné par les requins. Ouais. Mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas vivre sa vie en faisant ça, donc je suis allé étudier l'économie. Ok. Et c'est tes parents qui t'ont dit ça en fait ou... C'était la conseillère d'orientation au lycée qui m'avait dit tu peux. Je m'en souviens, on m'avait recommandé d'être directeur de casino à l'époque, en fonction de l'espèce de petit test que j'avais rempli. Et donc je commence à étudier l'économie, mais toujours en gardant un petit œil sur les choses qui me passionnent, donc les créatures marines. Et au fur et à mesure d'apprendre comment l'économie fonctionne, je réalise, mais c'est marrant parce que quand même on a construit une mécanique parfaite de destruction du vivant. Et presque on s'en félicite. C'est-à-dire que les indicateurs de performance économique sont corrélés, on a la face cachée de l'économie, qui est la destruction du vivant. Ouais. Et les économistes n'en parlent pas. Et donc moi c'est plus par accumulation de voir l'environnement naturel dans la périphérie de ce que j'étudiais se dégrader, et de voir plus je m'enfonce dans les théories économiques, moins on parle de nature, mais mieux on comprend à quel point l'économie peut devenir une force de destruction du monde. Et donc ça a fait monter une sorte de température, et je me suis dit, en fait, je peux pas être... Ça ne sert à rien que je sois biologiste marin s'il n'y a plus de requins à étudier. Donc j'ai décidé de me concentrer vraiment sur l'étoile noire qui est aujourd'hui responsable de cette grande crise du vivant, et donc de me former en économie pour pouvoir comprendre comment désamorcer cette grande bombe qui nous menace.
D'accord. Et ça, c'est né pendant tes études, avant ton doctorat. Tu t'es dit, il faut vraiment que j'approfondisse, que j'ai une expertise profonde. Ouais, pour c'est changer vraiment, un petit il y a peu eu le système. plusieurs couches. Hein. J'ai fait plusieurs diplômes pour me former, d'abord à l'économie de l'environnement, ensuite à l'économie écologique. Ensuite, j'ai fait une année, un autre master interdisciplinaire pour apprendre les rudiments de la climatologie, de l'hydrologie, de la biologie, vraiment pour mieux comprendre et pour m'équiper, pour exactement devenir le type d'économiste qui pourrait nous aider à faire ça, à désamorcer la bombe du capitalisme. Ce que j'ai décidé de faire pendant mon doctorat. Donc après avoir fait plusieurs masters, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai les compétences pour répondre, pour essayer de comprendre ce grand Rubik's Cube. Et donc je me suis lancé dans une thèse de doctorat que j'ai terminée en 2019, où ma question, c'était principalement ça, essayer de mieux comprendre la dynamique de destruction du vivant pour, bien sûr, y trouver des solutions. On va revenir aux solutions un petit peu plus tard. Alors on va rebondir, Stécie, là où on en était. Et notamment sur ton engagement par les médias, la communication, une nouvelle forme de médias de communication, d'engagement. J'ai eu récemment, sur un podcast que je fais, un jeune que tu connais, communicant, Hugo Décrypte, il y a quelques mois, Hugo Clément, qui sera bientôt public dans 1 ou 2 mois sur le podcast. Et j'ai toujours été assez intrigué en parlant avec eux de leur vision, effectivement, du journalisme. Un journalisme qui est là pour donner des clés pour soit décrypter. Un journaliste qui est là aussi pour avoir, non pas un journalisme d'opinion, mais un journalisme un petit peu d'engagement. En tout cas, Hugo Clément, c'est son cas. Et il veut activer des problématiques qui lui semblent essentielles, qu'elles soient sociales, environnementales, notamment sur la cause animale, notamment. Il en a d'autres sur lesquelles il est assez passionné. Alors explique-nous, toi, ce qui t'anime et comment tu vis actuellement avec, tu es à la Corneille, tu interviens aussi sur une radio chrétienne française, avec une chronique sur la transition sociale environnementale. Comment tu vois ce média entre tes mains, ta voix? Est-ce qu'elle porte assez loin, fort? Et pourquoi faire? Alors sur la question des médias, je pense que quand je parle de mon histoire, on voit assez rapidement que ce qui a péché dans mon cas, ce qui avait manqué, c'était la question de l'information, l'accès à l'information. Aujourd'hui, on prend absolument tous les médias, on regarde les experts qui sont invités sur les plateaux. Souvent, c'est les personnes qui font la promotion d'un certain modèle de société, qui ont certaines idées qui sont toujours très bien racontées. C'est-à-dire qu'ils ont des mots que les gens comme moi, ou en tout cas les gens comme ma famille, ne sont même pas foutus de comprendre, parce que c'est des mots en fait qui sont hyper technocratiques, qui sont hyper compliqués. Et en fait, je trouvais que c'était un peu une stratégie aussi pour nous garder dans une forme d'ignorance, dans une forme justement de ah oui, ils sont très intelligents ces gens, ils ont forcément compris ce qui était en train de se passer dans notre monde et la manière dont il fallait diriger tout ce bazar. Et en fait, quand on creuse et quand on se retrouve dans des formations très élitistes, des Sciences Po, des masters, en tout ce que vous voulez, en fait, une fois qu'on a creusé et qu'on a enlevé cette barrière du langage, on se rend compte, mais en fait, ces gens, ils sont juste en train de défendre leur peau, ils sont juste en train de défendre leur modèle actuel qui leur permet de faire de la thune finalement. Et donc, ma réponse à moi, c'était d'essayer de pallier à ce manque d'informations en utilisant ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire, parler parfois, donner la parole à d'autres personnes que moi jugeais tout à fait intéressantes et que je ne retrouvais pas forcément dans les médias mainstream. Est-ce que vous donner juste un exemple d'une publication que tu as faite, qui a créé la plus grosse émotion toi et auprès de toute ton audience et tous ceux qui ont réagi par rapport à ce que tu as dit? Ouais, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a mon pote Thomas Wagner, que vous devez connaître, qui m'envoie un message et en fait qui a vu un peu ce que je faisais et qui me propose de répondre à une interview sur l'écoféminisme. Et donc là, moi, toute mignonne, je me dis chouette, en fait, on a l'opportunité de parler de à quel point en fait les enjeux actuels sont systémiques, à quel point en fait tout est lié, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Donc et voilà, je fais mon taf. L'article est publié. Et alors là, c'est déferlement de haine. Mais le truc, c'est que c'est pas de la haine qui vient uniquement du supposé autre camp, mais ça vient aussi de notre camp, des gens qui sont engagés. Je me souviens qu'il y avait un compte Facebook, Transition 2030 ou que sais-je, et où en fait, c'était juste une armée de mecs qui étaient en train de me dire que j'étais stupide et que j'avais rien compris, et que nous, les femmes, on était constamment en train de s'apitoyer sur notre sort, alors que on était bien contentes d'avoir les mecs. Et j'étais là, mais en fait, c'est ces gens-là qui essaient de faire progresser les choses, qui sont en train de nous parler de comment est-ce qu'on va créer la société de demain, de comment est-ce qu'on fait la transition écologique. En fait, c'est des gens qui sont arrivés là avec souvent une formation d'ingénieur, souvent une formation très technique, très dans le dur, vous savez, voilà, des vrais scientifiques, et qui vous expliquent qu'en fait, tout le social,
bah, c'est un peu un truc de faux scientifique, que c'est de la fausse science et qu'en fait on est en train de vous expliquer que les papillons c'est mignon. Et là, quand vous leur expliquez que, en fait, derrière tout cet enjeu, toutes ces problématiques environnementales qu'on a, c'est des humains, c'est des gens comme vous et moi qui, à un moment donné, ont perdu de vue qu'il y avait cette question des relations. Ben là, en fait, leur cerveau grille et puis ils vous expliquent que vous êtes juste une autre féministe un peu hystérique et ils se retrouvent à utiliser exactement les mêmes arguments qu'on a de l'autre camp et que eux-mêmes sont là à jeter en pâture au quotidien. Et donc, c'était un peu ça dont je me suis rendu compte, c'était que finalement, si on ne parle pas du social et si on ne questionne pas aussi qui est à l'écriture, à la rédaction de ce fameux monde de demain, en fait, on va rester exactement dans les mêmes systèmes de domination et parler avec des langages techniques, etc. C'est exactement le problème que j'avais aussi. Et ils sont en train de le reproduire pour se sentir à nouveau très intelligents. Oui, je peux vous parler du rapport du GIEC parce que moi aussi je l'ai lu. Je n'ai pas fait une école d'ingénieur ou ce que vous voulez. Je peux quand même le faire. Mais à part me faire moi me sentir intelligente devant des gens que je juge soi-disant inférieurs à moi, ça sert à rien quand je retourne chez moi. Je peux leur parler du rapport du GIEC à mes parents, ils en ont rien à foutre. De quoi eux ils ont quelque chose à faire, c'est de leur quotidien et c'est de comment est-ce qu'on va sortir de cette galère qu'on est en train de voir tous les jours au JT. Et ça, ces gens-là ne l'ont pas compris. Donc à un moment donné, on décide juste de les mettre à côté, de leur dire vous reviendrez me voir quand vous aurez un peu connecté vos deux neurones, quoi. Et suite à cette émotion, ça a redoublé l'énergie en toi, j'ai l'impression, non? Je le sens là. Ouais, c'est des choses qui vous animent parce qu'en fait c'est à nouveau essayer de comprendre qu'on essaie de questionner notre rapport à ce monde, qu'on montre clairement et concrètement que c'est des problèmes de domination. Et dans nos propres camps, en fait, on reproduit exactement les mêmes choses. Mais en fait, on est un peu les mains et les pieds liés parce que, en fait, ils sont avec nous, ils font la promotion de la transition écologique. Donc, on n'est pas censé se taper les uns sur les autres. Et à un moment donné, en fait, je me dis que c'est pas parce qu'il y a 20% de ce qu'on fait qui va dans le bon sens qu'on est censé tolérer les 80% restants. Si ces gens, c'est profondément des connards, je vais le dire clairement, si humainement, je décide de me dire que ce qu'ils représentent et la manière dont ils appréhendent le monde n'est pas justifiable et n'est pas entendable dans le monde d'après, j'ai pas envie de faire avec eux. Et donc c'est ça aussi, je pense que collectivement, il faut qu'on apprenne à se checker entre nous, à savoir se poser des limites humainement parlant, à se dire parfois, en fait, oui, on reproduit encore des choses qu'on critique et qu'on déteste. Et c'est ça, en fait, c'est arriver à comprendre qu'on peut avoir de très belles idées et savoir très mal les défendre. Écoute, c'est très clair et ta passion est intacte et je pense très, très forte. Alors justement, le monde d'après, Timothée, tu es en train de le réinventer. Et j'aimerais que tu parles, parce que tout le monde n'a peut-être pas lu ta thèse au départ, qui est devenue un bouquin ensuite, tu en as parlé tout à l'heure en introduction pour ceux qui nous ont rejoints, sur la décroissance. Alors moi-même qui ai grandi au sein de systèmes capitalistes, d'entreprises, effectivement, rivé sur des taux de croissance, rivé sur des PNB qu'on nous a appris à décliner chaque année comme étant le baromètre du succès, en tout cas économique, même s'il y a eu l'exemple du Bhoutan, dont tu nous parleras peut-être un petit peu, qui a eu une autre définition de mesurer finalement le bonheur aussi d'un État ou le succès d'un État. Quels sont les fondamentaux de cette théorie économique de la décroissance? Et on va démarrer par ça, parce qu'il y a déjà un gros boulot à faire à simplifier l'approche. Et je te poserai une petite question derrière ensuite. Vas-y. Alors c'est exactement comme tu as dit, pendant des décennies, et même plus, on a construit un système économique dont la dynamique principale consistait à accroître des indicateurs financiers. Le revenu pour les individus, le profit pour les entreprises, le PIB pour les gouvernements. Et on a défini ça comme un indicateur de performance. Et lorsqu'on a construit ce système, depuis au moins le début du XXe siècle, en fait, on n'a pas inclus les limites planétaires. On n'a pas inclus l'économie du vivant, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en dehors des communautés humaines. On n'a pas inclus l'utilisation des ressources, les services écosystémiques. On n'a pas inclus la capacité des écosystèmes à absorber nos pollutions. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a voilà, j'ai mon mot qui est en fait une inadéquation entre ces objectifs de croissance, donc produire et consommer plus, et préserver la santé des écosystèmes qui, elle, a une différente dynamique. C'est-à-dire que le monde du vivant n'a pas une dynamique de croissance exponentielle. Elle a des dynamiques de... La croissance, c'est toujours une phase temporelle dans un système biophysique qui ensuite va se stabiliser, qui va péricliter, qui va se reformer. Mais c'est toujours des systèmes stationnaires sur le long terme. Mais nous, on a créé une économie qui sprint constamment. Et là, on commence à se rendre compte, en fait, qu'on a épuisé notre budget biophysique dans les pays à haut revenu et qu'on sait aussi, on a épuisé certains budgets sociaux. Et donc, la décroissance, c'est déjà
une théorie critique pour permettre de questionner ce système et se dire de quoi avons-nous vraiment besoin, à quoi sert une économie, qu'est-ce que la croissance économique, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on peut se le permettre biophysiquement. Ça, c'est la base, et moi j'ai beaucoup travaillé sur la croissance verte. C'était l'un de mes premiers travaux en 2019, la publication d'un rapport qui s'appelait Decoupling Debunked, le découplage démystifié, où moi vraiment en tant que doctorant extrêmement naïf, deuxième année de doctorat, j'avais regardé toute la littérature sur la croissance verte et bien sûr, comme tout le monde, j'avais écouté les discours politiques des organisations internationales et de différents partis sur la croissance verte. Et je me dis, c'est marrant, tout le monde y croit, mais il n'y a aucune preuve. C'est un petit peu le monstre du Loch Ness. Tout le monde dit, oui, peut-être, on l'a vu, vous inquiétez pas, peut-être il est caché là. Je dis, mais c'est ultra risqué. C'est-à-dire que nous sommes en train de parier l'habitabilité de la seule planète que nous avons sur une espèce de théorie un petit peu... vraiment bancale. Et donc, j'ai continué à creuser et je me suis rendu compte, et c'était l'un des premiers résultats scientifiques de mes travaux, de l'implausibilité de la croissance verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après plusieurs années de recherche scientifique, toutes les connaissances scientifiques que nous avons sur le lien entre croissance économique et utilisation des ressources naturelles nous montrent que nous n'allons pas pouvoir concilier croissance de l'économie et baisse de l'empreinte écologique totale. À partir du moment où on a ouvert ce chantier, ça nous mène à un autre aspect de la décroissance, qui est un aspect plus concret, de se dire, si on ne peut plus produire et consommer plus, et qu'on a trop produit et trop consommé pendant des décennies, donc on a accumulé un déficit écologique, il va falloir produire et consommer moins. Alors, mais là, on s'en rend compte. Comment on fait ça alors ? Une économie, on n'a pas l'habitude. Non, et même les entreprises n'ont pas l'habitude de se poser la question, faire du renoncement productif. Nous-mêmes consommateurs, nous n'avons pas l'habitude des comportements de ce qu'on appelle aujourd'hui de sobriété, de déconsommation, même si c'est quelque chose on a l'habitude de faire des choix, des arbitrages, et de se rendre compte que passer plus de temps à faire ça, c'est-à-dire passer moins de temps à faire ça. Donc aujourd'hui, on a besoin de ramener la norme de suffisance dans l'économie et de réécrire non seulement le logiciel, ça c'est les indicateurs, donc tu en avais parlé, le PIB, ça c'est un vieil indicateur volumique qui se concentre sur les quantités. Là, il va falloir des indicateurs de qualité qui prennent en compte la santé des écosystèmes. Le bonheur national brut du Bhoutan est un joli exemple symbolique, mais il y en a d'autres maintenant des bien plus développés, comme les budgets bien-être néo-zélandais, sur lesquels on pourrait s'inspirer. Donc on change le logiciel et ça va nous forcer aussi à changer les règles du jeu économique. Donc la définition même d'une entreprise. Pendant longtemps, une entreprise, c'était un groupement, une association de personnes qui s'entraidaient pour répondre à un problème et créer un produit qu'ils allaient pouvoir vendre dans l'objectif de générer un surplus. Et aujourd'hui, on doit réinventer l'entreprise en se disant non, l'entreprise, c'est pareil, c'est un mécanisme de contentement anthropologique où nous allons identifier un besoin insatisfait et nous allons y apporter une solution, mais cette solution ne va pas forcément mener à un surplus monétaire. Un exemple, par exemple, toutes les tâches de reconstruction écologique ne vont pas générer de profit. Parce que l'abeille que vous allez réussir à sauver, elle ne va pas vous faire un Lydia. Et donc là, il faut complètement changer le prisme de la valeur. Et ça demande une reconstruction, on l'a vu, donc de l'entreprise, mais aussi de l'usage des marchés, de la façon dont on crée la monnaie. Et moi, en tant qu'économiste, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, et je divisais vraiment en chaque chapitre pour venir un petit peu rebâtir un cadre analytique, un cadre économique qui nous permettrait d'avoir cette prospérité sans croissance. Alors, une petite question, sachant qu'évidemment, on ne va pas pouvoir exposer tous les chapitres de ta thèse qui sont extrêmement profonds, mais quels seraient les 3 renoncements essentiels pour une société comme la nôtre, on est en France, dans les années qui viennent, si on passait à une politique de la décroissance? Ça voudrait dire quoi pour nous, dans cette salle ou partout dans le pays? Ça changerait quoi? La première chose, c'est une sorte de réalisme biophysique. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un inventaire très sérieux de notre empreinte écologique totale et la comparer à la biocapacité. On a l'habitude de le faire, par exemple pour les budgets carbone que certaines villes et les entreprises commencent. Et là, ça nous donne une information. Ça nous donne, là, on est en surchauffe de X%. On doit aller ici. Et en fait, il va falloir que cette réduction, elle soit prioritaire vis-à-vis de tout le reste. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, par exemple, on a un cadre de comptabilité. On a l'habitude d'avoir ce qu'on appelle des comptes périphériques. Donc, sur l'environnement, d'ailleurs, le fait qu'on les appelle comptes périphériques, ça nous donne... Là, en fait, c'est le contraire. Les comptes financiers vont devenir des comptes périphériques de cette transition écologique qui va prendre plusieurs années, où la priorité, ça sera justement d'économiser de l'eau,
des sols, de sauver des espèces, de réduire une empreinte matérielle, de réduire les émissions de gaz de carbone. Ça sera en fait la véritable monnaie, la véritable richesse pendant cette transition, la véritable priorité. Et donc, ça va nous demander des efforts particuliers qui vont être, bien sûr, proportionnels aux pressions sur l'environnement qu'on a aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que la décroissance, c'est une stratégie qui vient cibler déjà les pays riches. Donc ça, c'est une minorité de la population mondiale. Et même si vous prenez un pays riche comme la France, les différents déciles de la population française n'ont pas les mêmes impacts. Les entreprises, en fonction de leur activité, n'ont pas les mêmes impacts. Les territoires, en fonction de leur topologie et bien sûr des activités qu'elles abritent, n'ont pas les mêmes impacts. Donc, il va falloir se mettre en mode transition écologique sérieusement et pas se laisser bloquer comme aujourd'hui, où la transition écologique, en fait, est dépendante d'une activité économique où on se dit « nous allons faire transition que si la transition écologique nous rapporte ». Alors, c'est une bonne transition, ce que tu viens de faire, cette fameuse transition écologique et sociale. Et l'un des sujets, je sais qui t'anime, Stécie, c'est l'écoféminisme. Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure. Alors, en quoi, tu l'as un petit peu abordé quand même dans la passion que tu as démontré, en quoi l'écoféminisme est vraiment un sujet important à tes yeux, et en quoi est-il lié au drame climatique qu'on est en train de vivre? Et comment le faire évoluer? Déjà, pour rebondir sur ce qu'il vient d'être dit sur le renoncement, en fait, ce qui est marrant avec cette notion, c'est que, en fait, c'est pas une notion qui est nouvelle. Elle est juste nouvelle pour une certaine partie de la population. Le renoncement dans les classes populaires, dans les classes ouvrières, il est omniprésent depuis la nuit des temps. Quand vous voyez une famille qui est obligée de laisser un paquet de pâtes à la caisse parce qu'en fait elle est à 2 € près, c'est du renoncement. Quand vous voyez une famille en fait qui peut même pas partir, ne serait-ce qu'une semaine en vacances l'été alors qu'elle a travaillé tout le reste de l'année, alors qu'il y en a d'autres qui partent en vacances tous les 3 mois, ça s'appelle du renoncement. Il y a des gens qui renoncent à des choses qui sont essentielles pour elles dans leur quotidien. Tout ça parce qu'en fait, il y a une autre partie de la population qui refuse de renoncer à des choses qui, à la vue de l'urgence, à la vue de la crise qu'on est en train de traverser, sont tout à fait futiles. Et donc, c'est un peu ça aussi que je veux essayer de remettre au centre de la table avec cette question de, pas forcément que de l'écoféminisme, mais quand on dit que finalement, parler d'écologie et sans lutte des classes, c'est du jardinage, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une partie de la population qui a entre ses mains un choix de société qui impacte le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, parce qu'à nouveau, ils sont bien nés, parce qu'ils ont fait les bons cursus, parce qu'ils ont atteint des niveaux de pouvoir qu'on peut à peine imaginer, mais en fait, ils détiennent le sort des 99% entre les mains. Quand on parle aujourd'hui de l'aviation, il faut rappeler que c'est 10% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion. Et ça, en fait, on a du mal à intégrer. Et quand on essaie aussi de rapporter cette question de l'écoféminisme, je pense que ça rejoint un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En fait, entre quelles mains est-ce qu'on décide de mettre le petit stylo qui est en train d'écrire la suite? Et aujourd'hui, on se rend compte que le stylo, il a été longtemps entre des mains de personnes qui, en fait, plutôt que de parler en nous, elles parlaient en jeu. Et elle nous faisait penser, elle nous laissait penser que c'était un nous qui avait derrière ces idées. Alors qu'en fait, c'est quoi? C'est la volonté des 1% les plus riches qui, aujourd'hui, est en train d'être défendue dans les instances de pouvoir, qui sont censées être le pouvoir par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, etc. Le peuple, aujourd'hui, c'est 10% de la population. Est-ce que ça mérite qu'on continue à s'enfermer dans des cycles comme ça qui sont nuisibles profondément aussi pour ces gens? Parce qu'en fait, le changement climatique, ils pourront créer des bunkers, aller sur la Lune où ils veulent. Ils vont pas y échapper. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, en premier lieu, pour ces gens qui sont comme ma famille, qui aujourd'hui voient dans leur chair qu'est-ce que ça coûte concrètement d'avoir une économie qui est soi-disant illimitée, qui est soi-disant croissance infinie. Et ça, en fait, on le voit évidemment sur la santé, on le voit aussi avec cette question de la retraite. À nouveau, la question de la retraite, quand on dit retraite, climat, même combat, c'est pas juste un slogan pour vous faire danser en boîte, pour vous faire kiffer sur les réseaux sociaux. C'est une réalité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on explique à des gens que la retraite à 64 ans, bon, c'est pas si mal. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'atteindront jamais cet âge-là. Pourquoi? Évidemment, parce que c'est les conditions de travail qui sont profondément liées au modèle économique qu'on a choisi de poursuivre alors qu'on savait très bien quelles étaient les conséquences, et qui sont aussi donc liées aux conséquences un peu du monde dans lequel on est en train de se trouver d'un point de vue environnemental, parce que à nouveau, quand on habite près d'une usine, en fait, qu'on le veuille ou non, on respire des choses qui sont nocives pour notre santé, on est dans un environnement qui n'est pas sain, alors que ça devrait être le premier droit qu'on défend, d'avoir des opportunités, un futur qui soit un minimum viable, et enviable surtout. Très clair. Une dernière question, parce que je sais qu'on arrive d'ici quelques minutes à la conclusion. Mais avant de conclure et poser une question à tous les deux, Timothée, demain, par le pouvoir de la démocratie,
un nouveau gouvernement est élu dans notre pays et tu deviens ministre de l'économie, le prochain Bruno Le Maire. Alors, je ne dis pas que tu es Bruno Le Maire, hein, mais voilà, tu es plus jeune que lui, tu écris peut-être moins de romans que lui, tu disais tout à l'heure. Quelles seraient les 3 décisions que tu prendrais dans tes 90 premiers jours? Voilà, tu es aux manettes et tu peux implémenter la politique de décroissance en France. Ça serait quoi les 3 décisions phares des 90 premiers jours? Il y a une décision phare qui découle d'un objectif qui est indispensable pour toute transition écologique, c'est de démocratiser le planning même de cette transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'économie a beaucoup trop de pouvoir. Et même dans nos imaginaires et dans la réalité, on accorde beaucoup trop de pouvoir, non seulement aux économistes, mais à cette chose que l'on décrit comme une économie. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est organiser une grande convention citoyenne du bien-être, où justement, fini le PIB, à la poubelle, convention citoyenne du bien-être, nous demandons et nous prenons le temps. Quand ça veut dire prendre le temps, ça veut dire que l'économie s'arrête, ça veut dire qu'on prend le temps vraiment, on donne des RTT à tout le monde pour avoir ce grand moment de suspension. Convention citoyenne du bien-être pour décider au sein des entreprises, des territoires et nationalement d'un nouveau compas. C'est ça qui est important, comme la Nouvelle-Zélande nouveau l'a type fait. d'indicateurs et de compas. Ils ont choisi 65 indicateurs de bien-être présents et futurs. En France, on va choisir un différent compas. Et donc, une fois qu'on a ce compas, là, on peut prendre de véritables décisions. Il y a Stacy a parlé des politiques, enfin du rôle des inégalités. Oui. C'est fondamental. Aujourd'hui, vraiment, les inégalités de revenus et surtout de richesse sont un rocher qui bloque le passage de la transition écologique. Tant que le rocher ne sera là, rien ne bougera. Donc on a besoin d'avoir une discussion démocratique qui est très philosophique. C'est-à-dire sur la source de la valeur. Qu'est-ce que la valeur? Aujourd'hui, vous avez des entreprises pétrolières qui accumulent des profits gigantesques sur une ressource pas qu'on leur a donnée, qui se sont appropriées d'une manière aussi qui dilapide donc la capacité même d'une grande partie de la population mondiale d'avoir un futur. Donc ça, c'est une décision Première de politique décision, économique. le nouveau compas. La deuxième décision? La deuxième décision, ce serait justement d'avoir une manière de mettre en commun les ressources naturelles. C'est-à-dire de ne pas les traiter comme des marchandises. Comment on fait ça? Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, au lieu aujourd'hui d'avoir un rationnement de l'énergie par le pouvoir d'achat, ou même un rationnement du carbone, c'est-à-dire qu'on a une quantité d'énergie fossile très limitée. Dans nos pays, nous savons qu'il nous reste vraiment une dot pétrolière très limitée, et aujourd'hui, on la dilapide en l'offrant à ceux qui ont le plus d'argent. Donc si vous êtes milliardaire, vous pouvez aller en jet privé ici et là et l'utiliser. Et si vous êtes pauvre, vous n'avez pas accès à des ressources naturelles. Est-ce que c'est juste? Moi, ça me paraît à l'inverse, parce qu'on pourrait penser que l'énergie qui nous reste, justement le surcroît d'énergie, on devrait l'allouer à ceux qui ont le plus de besoins insatisfaits, à commencer dans le grand partage, bien sûr, par les pays du Sud, et dans nos pays, par ceux qui ont un logement inadéquat, par ceux qui ont des conditions de travail pénibles, par ceux qui n'ont pas accès à une alimentation équilibrée. Le système économique que nous avons fait le contraire. Si on avait une approche de rationnement politique, Mathilde Chouba, elle parle de rationnement convivial. Il n'y a rien de mal, c'est juste de se dire qu'au lieu de rationner par le pouvoir d'achat, on va se poser la question de comment est-ce qu'on alloue des ressources naturelles limitées. Ça peut être un système de quotas, par exemple, comme beaucoup d'économistes ont proposé. Donc ça pourrait être la deuxième grande mesure. Et la troisième grande mesure, elle est liée plutôt à une ressource sociale sous-estimée dans cette transition écologique, et c'est celle du travail. Et donc je rebondis là aussi sur la retraite, parce que l'une des politiques de décroissance les plus importantes, c'est la réduction du temps passé en emploi. Donc aujourd'hui, on a une obsession avec l'emploi. Et c'en est venu à créer un imaginaire où nous venons décrire différentes interactions avec la réalité en fonction d'indicateurs monétaires. Comme moi, vous vous rendez compte? À ce moment-là, au lycée, en terminale, on m'a demandé de choisir une carrière en fonction du revenu horaire. Et donc, je serais devenu directeur de casino. Je n'aimais même pas jouer aux cartes. Je déteste juste parce qu'on avait ce prisme de oui, il faut gagner sa vie. Donc là, on se rend compte, la réduction du temps de travail, c'est pas seulement, bien sûr, une politique qui permet de partager l'emploi disponible dans des secteurs en déclin. Donc ça, c'est une politique réactive. C'est pas seulement une politique qui permet de libérer du temps disponible pour la démocratie,
pour toutes ces choses qui ne sont pas monétarisées et marchandisées, qui sont étouffées dans un capitalisme qui ne regarde que la multiplication des euros. Mais c'est aussi un changement complet de paradigme, de se dire l'objectif de l'économie, c'est plus de créer des euros, l'objectif de l'économie, c'est de minimiser le temps de travail, c'est de partager l'effort de manière plus harmonieuse, c'est en gros d'avoir une économie de la qualité qui se concentre sur d'améliorer le vivre ensemble. Donc ça serait ma troisième politique, d'avoir une véritable réflexion sur le travail qui commence par une réduction du temps de travail. Très clair, Monsieur le Ministre. Un nouveau compas, un nouvel type de mesure, une allocation des ressources selon la nouvelle stratégie mise en place que tu as parlé. Et troisièmement, réduction du temps de travail, en tout cas pour une utilisation d'un temps utile pour chacun. Super. Dernière question à tous les deux. Vous êtes tous les deux, d'une certaine manière, des entrepreneurs aussi. Voilà, même des formes d'entrepreneuriat, on a toujours dit chez Leaf4Good, qui sont très différentes. Bien sûr, on peut créer des SAS, on peut créer des coopératives, on peut créer des associations, on peut créer des formats hybrides. Mais tous les deux, toi, Stécie, dans ton engagement avec ce que tu as créé et ce que tu es en train de créer, toi, Timothée, vous avez affaire à des écueils, à des obstacles, c'est pas simple tous les jours, il y a des critiques publiques assez dures que vous prenez, je pense, chacun sur les réseaux sociaux ou d'autres formes, et vous relevez parce que vous êtes motivé, poussé par ce que vous avez exprimé clairement aujourd'hui sur scène. Quel est le conseil que vous donnerez à celles qui sont dans la salle ou en arrière de la salle là-bas, qui vont peut-être candidater demain au programme, on l'espère, Entrepreneur for Good, qui est une forme d'entrepreneuriat pour le bien commun aussi. Quelles sont les qualités, quelles sont les ressources que vous avez su trouver en vous, peut-être d'énergie positive, que vous avez développées avec d'autres personnes ou en vous-même, pour vous permettre de continuer tel que vous êtes aujourd'hui avec nous? Qui veut commencer? Ouais, je peux me lancer. En fait, il y a un truc qui va de pair avec toutes les choses qu'on vient de décrier, c'est que en fait, le système dans lequel on est nous pousse et nous enferme dans une forme d'impuissance, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire comprendre très jeune que tout n'est pas entre nos mains, qu'on a des gens qui sont au-dessus de nous et la hiérarchie qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, elle a aussi ce rôle-là, de nous rappeler qu'il y a des gens qui savent mieux que nous et qui le feront mieux que nous, etc. Donc c'est toujours nous ramener un peu à cette position qu'on est moins bien que les autres et que le reste du monde. Et en fait, ce qu'on apprend aussi à faire dans le militantisme aujourd'hui, c'est déjà apprendre que se faire déprécier par des gens sur juste le motif qu'on est jeune et qu'on est une femme parfois ou qu'on vient pas du bon endroit, c'est jamais un vrai motif. C'est plutôt en fait les craintes de l'autre personne qui sont en train de s'exprimer. Et surtout, on essaie rien que par la multiplication des formes d'engagement, on essaie d'apprendre vraiment un truc qui est, en fait, vous serez jamais meilleur en vous positionnant à l'endroit où vous vous sentez puissant. Et trouver cet endroit où vous vous sentez puissant, ça passe par plein de moyens. Sur tes forces, sur tes passions. Sur les forces, sur les passions. Et juste, en fait, se poser la question de est-ce que je me sens bien dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a empêché de faire. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut avoir une carrière et qu'il faut réussir. Et cette vision de la réussite, elle est souvent basée sur une vision qui est monétaire. Et quand on essaie de se départir un peu de ça et de se dire, mais en fait, je me sens plus heureux et de fait, je suis meilleure quand je fais ça, ça marche hyper bien. Et pour moi, c'est passé évidemment par ces questionnements et c'est passé par accepter que, en fait, ce que j'aimais faire et ce en quoi j'étais bonne, c'était pour l'écriture et c'était pour essayer de véhiculer un peu de ce feu que j'avais déterminé et que j'avais développé en étant dans une situation qui était compliquée. Donc ouais, toujours essayer de trouver cette situation dans laquelle vous vous sentez puissant et vous entourer de personnes qui vous font vous sentir puissant. Parce qu'on est entouré vraiment de personnes, que ce soit dans les médias ou même dans la société, de personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas parce qu'elles, elles n'ont pas encore trouvé ce pourquoi elles étaient faites et ce pourquoi elles étaient bonnes. Et donc, une fois que vous aurez justement réussi à éliminer un peu ces forces toxiques autour de vous, ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez que des gens qui seront là à vous cheer up sur le côté, à vous dire en fait, tu peux le faire, je crois en toi et tu es la meilleure personne pour savoir ce que tu peux faire ou pas. J'adore ce que dit Stécie. On peut l'applaudir, d'ailleurs, je pense, aux endroits. Je crois beaucoup à ce que tu as dit aussi. Timothée, ton côté, on a besoin d'une culture de la désobéissance. Comme dans toutes mes histoires, moi j'ai toujours fait le contraire de ce qu'on m'a dit de faire. Vraiment, on m'a dit ne fais pas ça. Quand j'ai choisi mon sujet de thèse, quand je vais aller faire un master en sciences, on m'a dit non, fais pas ça. Le sujet de thèse, on m'a dit non, fais pas ça. Choisis pas la décroissance. On n'écrit pas une longue thèse, machin. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que notre véritable richesse, elle est dans notre capacité à avoir une pensée utopique. Et la pensée utopique, c'est quelque chose de précieux. Souvent, on va nous dire, mais vous êtes des utopistes, et c'est une sorte d'insulte. La pensée utopique, c'est ce qui nous permet de créer un au-delà du présent. C'est-à-dire que vous créez un point de vue dans un présent qui n'existe pas, ce que fait très bien la science-fiction, ça peut être dans le futur, ça peut être un autre endroit, et vous vous placez dans cette
dans cet au-delà du présent pour regarder le présent avec un œil critique. Et c'est là que vous avez de véritables idées. Vous dites, ah bah tiens, mais c'est marrant. De l'extérieur, là, je me rends compte qu'on a peut-être une petite obsession mortifère avec le PIB. Et ça vous permet de revenir dans la réalité avec des idées que vous n'auriez pas eues si vous vous étiez laissé socialiser dans le système. Parce que j'imagine qu'en tant que jeunes entrepreneurs, beaucoup d'entre vous, on vous a dit oui, écoutez, moi je connais le système, ça fait 30 ans que je suis dans le biz, et on vous a dit vas-y, prends un job, va travailler dans une grande entreprise, apprends à connaître le système dans 10-15 ans et ensuite lance ta boîte. En fait, le temps que vous allez passer dans le système, ça va réduire le spectre, l'arbre des possibles, ça va réduire votre puissance créative. Le plus vous êtes socialisé aujourd'hui dans ce système, le plus vous perdez la capacité à imaginer des alternatives. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important de voir le manque d'expérience de jeunes aujourd'hui qui ont des idées folles comme notre richesse la plus puissante. Donc donnez-vous confiance, alliez-vous avec des personnes qui ont des idées aussi exubérantes que les vôtres, et n'hésitez pas à désobéir intellectuellement, civilement, contre toutes ces règles qui vous empêchent d'atteindre les objectifs utopiques que vous vous donnez vous-même. Quelle superbe conclusion, vous désobéissez, vous écartez toutes les personnes toxiques, je suis complètement d'accord avec toi, qui vous renvoient de l'énergie négative. Et puis surtout, vous suivez vos passions et vos forces, et là où vos talents vous amènent à changer le monde. Merci, un grand merci à Timothée et à Stécie pour partager avec nous cette clôture du festival. Merci à tous les deux. Et pour finir, je vais dire encore quelques mots. Je ne sais pas Mélanie, si Mélanie est par là. Mélanie toujours par là, voilà. Mais juste quelques petits mots de conclusion. D'abord pour vous remercier, toutes et tous. Certains qui ont passé littéralement la journée, certains 2-3 heures dans des ateliers, dans les conférences, à voir surtout nos entrepreneurs. C'est un moment important de notre écosystème. Et je voulais surtout remercier, en fait, là, il est parti, 3 opportunités que vous avez pour rejoindre notre communauté. En fait, on vient de lancer un podcast. En fait, c'est Aurore, cofondatrice aussi de Live4Good, qui a lancé un podcast qui est on sur vos plateformes préférées, que ce soit Apple, Spotify, avec un premier épisode dans lequel elle a comme invité évidemment nos entrepreneurs de la communauté. Le premier, c'est Mona, avec Rezap et tout l'upcycling. Et il y en aura plein d'autres. Voilà. Donc j'espère que vous allez vous abonner, souscrire à ce premier podcast pour rester en contact avec la communauté et puis comprendre un petit peu les exemples de ces entrepreneurs. Le deuxième opportunité pour certains, on recrute chez Live4Good, on crée des jobs, que ce soit des CDI, des alternances. On en a également côté Eagle, qui est la société Tech4Good, qui en fait est une fille à la 100% de Live4Good, qui était présent ici et qui a un impact de la tech pour magnifier l'impact des fondations, de toutes les grandes associations de notre pays, pour faire plus, tout simplement, avec le levier technologique. Donc n'hésitez pas à lever votre main à Job That Makes Sense, bien sûr, qui était présent avec nous comme partenaire. Et la troisième opportunité, en fait, c'est de candidater. C'est-à-dire notre programme Entrepreneur for Good, l'appel à projet du mois de juin finit demain, à minuit. Donc vous avez encore 24 heures pour soumettre votre formulaire. Il n'est pas très compliqué le formulaire, il y a une douzaine de questions où vous exprimez un peu comme l'a fait Stécie, Timothée. Je ne dis pas que vous allez exprimer un projet de décroissance nécessairement, hein. Tous les points de vue sont les bienvenus, mais dans lesquels vous allez montrer pourquoi, comment vous allez changer le monde avec un produit, une solution, un début d'aventure entrepreneuriale que vous souhaitez créer au cœur de la communauté Live4Good. Donc voilà un petit peu les 3 opportunités. N'hésitez pas à candidater, il est encore temps. Et on aura un autre appel à projet pendant l'année, puisqu'on est en train, comme vous le savez, d'ouvrir des promotions. Non seulement qu'on a des gens en Île-de-France et dans le sud, à PACA, mais également dans la région lyonnaise, à Lyon, région Aura, à partir du mois de septembre, octobre, où on va démarrer une implantation région lyonnaise également. Voilà, et donc je souhaitais évidemment, et en votre nom, vous pouvez les applaudir, remercier toute l'équipe Live4Good qui a organisé ce festival. C'est un travail énorme, parce que c'est une petite équipe, mine de rien, donc c'est un gros travail qui nécessite des mois et des mois d'efforts pour réaliser tout ça. Tous les coachs, qui sont des gens incroyables, il y en a dans la salle que je remercie, on a fait une petite session avec eux. Tous nos mécènes également, on a plein de partenaires, entreprises également que je salue, qui sont des mécènes précieux, pas simplement au plan financier, mais au plan humain, de ce qu'elles apportent à tous nos entrepreneurs au quotidien et qui font la richesse. Vous voyez les logos de tous nos partenaires mécènes et bien d'autres qu'on souhaite voir rejoindre l'aventure Live4Good, bien entendu, à nos côtés sur tous les enjeux que l'on a. Et je vous laisserai enfin
avec une citation qui rejoint, mais dite un petit peu différemment de ce qu'a dit Timothée, finalement, sur le futur, mais que j'aime beaucoup, je l'utilise, j'avoue, de temps à autre sur différentes interventions, qui est cette très belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Tout est possible, c'est en vous, en chacun d'entre nous, et un mille merci de la part de Leaf4Good, de notre communauté, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, eh bien, pour changer ce monde d'une manière très concrète, très active, avec des solutions à tous les problèmes auxquels on est confronté. Merci et très bonne fin de festival.